Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse gourmande de 15 minutes de culture gastronomique avec Valentin. Et Nicole, Et aujourd'hui, on accueille un invité. Tess. Merci bonjour. beaucoup, Tess. Et la belle Tess va commencer avec l'expression sablé ou… Sabrer le champagne. Les deux sont employés, mais n'ont pas le même sens. Sablé a trois significations. La première est que l'histoire est imprécise. À l'époque de Louis XIV, le champagne n'avait pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. Pour le rendre moins acide et plus pétillant, les consommateurs soufflaient dans leur verre afin de recouvrir de buée les parois, puis saupoudrer le sucre avant d'y verser l'effervescent. Car le sucre réagissait avec l'alcool, ce qui provoquait le dégagement de CO2. La deuxième histoire, c'est que cette expression tire son origine non pas du vin, mais de la fonderie. Au siècle des Lumières, le sablage était utilisé pour fabriquer les pièces et les médailles. Le fondeur coulait rapidement le métal, encore en fusion, dans un moule contenant une grande partie de sable. Depuis cette méthode, il était d'usage de dire que les gens sablaient leur verre pour dire qu'ils le vidaient d'une traître. Aujourd'hui, on parle plutôt de boire cul sec. Sabler signifie aussi mettre au frais, car à une certaine époque, le champagne était stocké dans du sable mouillé pour être conservé au frais. Sabrer. Sabrer le champagne, c'est une méthode d'ouverture de la bouteille d'un geste vif. En effet, pour effectuer cela, il faut que la bouteille soit fraîche. Ensuite, chercher le goulot, le fil de la bouteille, donc la jointure entre les deux parties. Puis, avec un sabre, lourd ou un long couteau, donner un coup sec, sûr et rapide sur le rebord en suivant le fil. Il est aussi possible de sabrer avec une cuillère ou le socle d'une flûte de champagne. L'origine de cette expression remonte aux hussards, aux soldats de la guerre napoléonienne. À l'époque, les soldats avaient pour habitude de se servir de leur sable pour ouvrir les bouteilles de champagne, et puis pour célébrer leur victoire, d'où vient le mot sabrer. On peut donc sabrer le champagne pour ensuite le sabler. Alors, merci Tess pour ces explications très riches. Et je te laisse, Nicole, nous parler du célèbre Vatel. Et Vatel, qu'on appelle François Vatel, de son vrai nom Fritz Karl Vatel, qui est né en 1631 en Belgique. C'est un pâtissier-traiteur, intendant et maître d'hôtel français, successivement au service du célèbre Nicolas Fouquet, qui était surintendant des finances de Louis XIV, et ensuite du prince Louis II de Bourbon-Condé. Il est reconnu pour être un grand organisateur de fêtes et de festins fastueux d'exception au château de Vaux-le-Vicomte, puis au château de Chantilly sous le règne de Louis XIV. Il est également très connu pour s'être suicidé à Chantilly en 1671, le matin d'une réception, alors que la livraison de la pêche du jour avait du retard. Allez, on revient un peu en arrière et un peu à ses débuts. Il est né d'un père laboureur et à l'âge de 15 ans, il entre en apprentissage chez le parrain de son frère, qui est pâtissier-traiteur, et cela pendant 7 ans. À 22 ans, il est engagé comme écuyer de cuisine au château de Vaux-le-Vicomte pour Nicolas Fouquet. Vite repéré car très doué, Vatel est rapidement nommé maître d'hôtel de Fouquet. Le 17 août 61, Nicolas Fouquet invite le roi Louis XIV et toute la cour du roi à l'inauguration de Vaux-le-Vicomte. François Vatel organise évidemment la grande et somptueuse fête avec un dîner de 80 tables, 30 buffets, 5 services avec, allez on y va, des faisans, des cailles, des ortolans, de la perdrix et évidemment de la vaisselle, un or massif pour les hôtes d'honneur et un argent pour le reste de la cour. 24 violons jouent de la musique de Lully et Molière fait jouer une comédie pour la circonstance. Blessé dans son orgueil et beaucoup de jalousie, Louis XIV refuse la chambre que son hôte lui a préparée et retourne à Fontainebleau. Il fait arrêter Nicolas Fouquet 3 semaines plus tard par le célèbre D'Artagnan. François Vatel ignore que le roi désire reprendre le personnel du château de Vaux-le-Vicomte pour son nouveau château à Versailles et s'enfuit en exil en Angleterre par peur d'être lui aussi emprisonné. Il y rencontre Bourville qui convainc le grand Condé de l'engager pour son château de Chantilly au nord de Paris.
En 1663, François Vatel est promu contrôleur général de la bouche du Grand Condé au château de Chantilly. Il est chargé de l'organisation, des achats, du ravitaillement et de tout ce qui concernait la bouche au château. Lors de desserts qu'on appelait aussi fruits, il sert ce qui est appelé par la suite de la crème chantilly, cette originalité qui lui vaut souvent une attribution, mais à tort parce que ce n'était pas lui l'inventeur. En 1671, le prince de Condé invite Louis XIV, encore lui, et toute sa cour de Versailles, une grande fête de 3 jours et 3 nuits comprenant 3 banquets somptueux pour les 3000 membres de la cour de Versailles. Vatel n'a que 15 jours pour préparer des menus très élaborés et des mises en scène grandioses dont le roi et la cour raffolent. À 4 heures du matin, Vatel attend la commande de poissons, mais à cette heure matinale, seulement 2 paniers arrivent. Il attend jusqu'à 8 heures. Toujours rien. Vatel, pour lui, c'est le comble du déshonneur. Il monte alors dans sa chambre et se jette à 3 reprises sur son épée calée dans la porte pour sauver son honneur et au moment où son importante commande de poissons arrive. Et il avait juste 40 ans. Cette somptueuse fête, admirée par toute la cour et par le roi, a fait rentrer François Vatel dans la légende des grands organisateurs de festins, même si les chefs de cuisine blâment généralement Vatel pour avoir perdu son sang-froid et avoir été incapable de faire face à l'urgence, qui est une qualité primordiale dans la restauration. Merci beaucoup Nicole. Maintenant, on laisse la parole à Valentin qui va nous parler du célèbre restaurant, le Train Bleu. Alors, tout à fait. Merci, merci Tess. Le Train Bleu, il se trouve au premier étage du hall de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Le Train Bleu, c'est 250 couverts, 50 collaborateurs. On y accède par un grand escalier mythique. Tout va débuter pour le Train Bleu lors de l'exposition universelle qui a lieu à Paris en 1900. On y construit le buffet de la gare qui deviendra plus tard le Train Bleu. Alors, la direction de la Compagnie des chemins de fer souhaite la création d'une étape gourmande incontournable dans un décor à la fois luxueux, moderne et mythique. Le buffet il est inauguré en 1901 par le président de la République de l'époque, Émile Loubet, et va très vite attirer la haute société et les artistes. En 1963, le buffet change de nom et devient le Train Bleu en hommage à la ligne Paris-Vintimille qui date de la fin du 19e siècle, qui est un train de légende qui desservait les villes de la Côte d'Azur en longeant la Méditerranée. En 1972, c'est un peu le Graal pour le Train Bleu. Il est classé au titre des monuments historiques, notamment pour sa salle de restaurant et ses différents salons, comme le Salon Doré ou encore les salons tunisiens et algériens. De nombreuses personnalités vont vite devenir des habitués, comme Brigitte Bardot, Edmond Rostand, Jean Cocteau ou encore Salvador Dali. Le restaurant il est également servi de décor à de nombreux films, dont Nikita, réalisé par Luc Besson en 1990, ou encore Place Vendôme, réalisé par Nicole Garcia en 1998, ou plus récemment Les vacances de Mr Bean. Alors il faut savoir qu'au Train Bleu, on prend le temps de se ressourcer avant de retourner à son quotidien. Nos yeux se régalent tout autant que nos papilles grâce à ce décor des années 1900, comme on peut le voir sur la diapositive, avec cette magnifique hauteur sous plafond. Ces décors qui sont dignes d'une scène de film ou d'un roman. Et depuis 2018, la Maison Rostand a co-signé une nouvelle carte gastronomique dans la tradition du buffet de la gare. Le chef doublement étoilé Michel Rostand souhaite proposer une cuisine influencée par les produits de saison et régionaux emblématiques, toujours en gardant ce lien avec la ligne historique donc du Paris-Lyon Méditerranée. Et au Train Bleu, on retrouve encore des découpes en salle, comme le gigot d'agneau qui est découpé sur la voiture de tranche, ou encore l'omelette norvégienne flambée devant vous. Ça donne très, très envie. Quel bel endroit. Et merci beaucoup, Valentin. On continue avec Tess et avec un produit. Le croissant. Le croissant, c'est une viennoiserie à base de pâte levée feuilletée, beurre, sucre, eau, farine, levure, sel, abaissée en triangle, roulée sur elle-même et incurvée en forme de croissant de lune. Il y a plusieurs histoires sur son origine. La première est que le croissant est originaire de Vienne, en Autriche.
En 1683, la capitale a été assiégée par les Turcs qui attendaient le bon moment pour envahir la ville. Une nuit, les boulangers entendirent les bruits des ennemis qui commençaient à détruire la ville et donc ont donné l'alerte pour repousser l'assaut. Lorsque les Ottomans ont été vaincus, Jean III Sobieski accorda aux boulangers la chance de fabriquer une pâtisserie pour célébrer l'événement. C'est comme ça que naît le Hornchen, petite couronne en allemand, allusion au croissant qui décore le drapeau turc. Ce fut Marie-Antoinette, arrivant en Autriche, qui l'introduit à la cour de France au XVIIIe siècle. La deuxième histoire, c'est que l'invention du croissant serait de Kolczyński, cafetier viennois d'origine polonaise. En récompense de son courage pendant la guerre, il aurait reçu des sacs de café pris à l'ennemi. Il aurait eu l'idée de servir ce café accompagné d'une pâtisserie en forme de croissant. À l'origine, le croissant était à base de pâte à pain améliorée. Aujourd'hui, on peut le retrouver chaud, farci de jambon, fromage, champignons. On peut également le trouver aux amandes et aussi le croissant alsacien fourré avec des fruits secs réduits en poudre liés au blanc d'œuf et au sucre. Aujourd'hui, le croissant est devenu tellement chic qu'on retrouve même les Américains à le manger avec du Perrier. Eh bien, merci Tess. Il est vrai que le croissant, c'est délicieux avec un bon café. Et Nicole nous parle maintenant de ce champignon connu de tous, qu'est la truffe. Alors oui, la truffe, c'est un champignon et certaines espèces n'ont que peu de saveur alors que d'autres sont particulièrement appréciées et recherchées. Qu'elles aient poussé spontanément ou qu'elles soient issues de la trufficulture, les truffes sont très, très demandées par les gourmets. La première mention de la truffe apparaît sur les tablettes d'argile. La truffe est appréciée depuis l'Antiquité et en Égypte. De 2000 ans avant notre ère, le pharaon Khéops aimait à déguster des truffes lorsqu'il recevait les délégations qui venaient l'honorer. La truffe, durant le Moyen-Âge, est assimilée aux fruits de Satan à cause de la vie souterraine et de sa couleur noire. En France, elle apparaît pour la première fois sur la table de François Ier. C'est en Touraine, vers 1790, que l'on découvre les premières truffières. Vers 1850, les truffes noires viennent surtout du Lot, mais aujourd'hui, le premier département producteur est le Vaucluse. La truffe sauvage est récoltée au pied des chênes, mais aussi des noisetiers, des charmes et des pins noirs d'Autriche. Les caveurs ou rabassiers, donc ce sont des ramasseurs de truffes, utilisent traditionnellement pour le cavage, donc le ramassage des truffes, des truies, qui sont en fait des cochons truffiers, et des mouches, donc des mouches truffigènes. Pardon. Ils utilisent de plus en plus des chiens, donc qui sont des chiens truffiers, plutôt que le cochon, qui est quand même plus difficile à contrôler. Ces chiens sont spécifiquement éduqués à chercher les truffes, très très fort. Généralement, la taille varie de 5 à 10 cm de diamètre et pèse de 20 à 100 grammes. Les plus grosses atteignent jusqu'à 200 voire 500 grammes. Une truffe noire trouvée près de Sorges pesait 1 kg 147 grammes. Le coût d'une truffe de qualité sur le marché dépend de sa taille, de son espèce, de sa qualité. Et c'est en moyenne à peu près 1 500 € le kilo. Et ça peut atteindre aussi plusieurs milliers d'euros en fonction de la qualité de la récolte. La rare truffe d'Alba, donc truffe blanche, qui ne pousse que dans le Piémont, donc en Italie, a atteint les 4 000 € le kilo et peut aussi dépasser 15 000 € les kilos en fonction de la récolte. Le record revient à une truffe. L'une a été vendue à Hong Kong pour 161 000 €. Des plats célèbres, évidemment, donc la soupe de poireaux et d'artichaut à la truffe noire et au parmesan de Guy Savoie. On en parle depuis plusieurs parenthèses, la soupe VGE, le sandwich à la truffe de Michel Rostand. Et puis, on a aussi les macaronis farcis, truffe noire, artichaut et foie gras de canard, gratinés au vieux parmesan d'Éric Fréchon. Et on termine avec la recette des œufs bénédictines à la truffe du chef Jean-François Piège. Merci Nicole pour cette présentation de ce beau produit d'exception. Maintenant, place à Valentin, à ton tour, qui va nous parler de la serviette. Et oui, effectivement, la serviette de table, alors c'est une pièce de tissu individuelle qui va servir à
s'essuyer les mains, les lèvres et à protéger les vêtements au cours d'un repas. On l'utilise avant de porter son verre à sa bouche et chaque fois que la sauce ou un mets marque les lèvres. Il faut savoir qu'on ne noue pas la serviette autour du cou, sauf pour manger des fruits de mer à décortiquer. Il faut savoir qu'à l'époque romaine, on l'utilisait déjà et elle était apportée par chaque convive. Il s'agissait alors d'un tissu blanc, parfois brodé de fils d'or, qui servait à s'essuyer le visage. Au Moyen-Âge, les convives vont s'essuyer les mains et la bouche directement à la nappe et par la suite à la longuière. C'est une pièce de toile qui recouvrait les bords de la table et qui était réservée à cet usage. L'ancêtre médiéval de la serviette, qui est la toile, une longue toile de 4 mètres qui était pliée en deux sur un bâton, accrochée au mur afin que chacun s'essuie les mains collectivement. J'imagine la propreté de la serviette qui était à désirer, je pense. La serviette de table, elle, apparaît au XVIe siècle de forme carrée, rectangulaire, de grande taille, jusqu'à 1 mètre, afin de protéger les longues collerettes portées par les convives. L'usage va vraiment se généraliser avec l'arrivée de la fourchette, un thème qu'on a abordé lors de la première parenthèse. Et la Renaissance marque la mode du pliage des serviettes. On retrouve notamment à cette époque des oiseaux, des animaux, des fruits. Et en 1639, la publication du premier traité consacré à l'art des pliages, où on retrouve de magnifiques gravures qui illustrent les différentes étapes qui permettent la réalisation des pliages. Et au XVIIe siècle, on utilise beaucoup de pliages. Les serviettes sont en lin, brodées. Et aujourd'hui, c'est vraiment un élément indispensable de la table. Elle se décline sous différentes matières, en papier, en coton, en lin. Elle peut être colorée, comme sur l'image sur la diapositive. Elle peut être monogrammée, comme cette magnifique lettre brodée à la main. Et les magnifiques pliages qu'on réalise encore aujourd'hui en salle. Merci beaucoup, que de culture, que de culture. Alors, Tess, on continue toujours avec un guide. En effet, le guide Michelin, appelé aussi le guide rouge, est un livre sous forme d'annuaire qui recense tous les restaurants gastronomiques et hôtels. Aujourd'hui, on trouve au total en France et à Monaco 3439 restaurants, dont 628 tables étoilées. La France et Monaco, suivis du Japon puis de l'Italie, comptent le plus grand nombre d'étoiles. Il est disponible dans 23 pays. Ce guide a été créé en 1900 par les frères Michelin, publié lors de l'exposition universelle qui a été offert avec l'achat de pneus. Dans ce guide, nous pouvons trouver tous les renseignements qui peuvent être utiles à un chauffeur voyageant en France. Le but des frères était d'inciter les gens à conduire afin qu'ils achètent des pneus. À partir de 1920, le guide devient payant car les fondateurs étaient indignés de voir leur célèbre guide rouge servir de cale-pied d'un distributeur de pneus. C'est aussi cette année-là que la publicité disparaît et que les restaurants et hôtels apparaissent accompagnés d'un classement. En 1926, la première toile apparaît, étoile de bonne table. Puis en 1931, la deuxième et la troisième. En 1933, le métier d'inspecteur du guide Michelin voit le jour et se spécialise vraiment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Il est salarié et a pour mission de chercher, sélectionner et de mettre à jour les adresses. Leur jugement se fait sur 5 critères. La première est la qualité des produits. La seconde, la maîtrise des cuissons et des saveurs. Ensuite, la personnalité du chef dans ses plats et sa créativité. Le rapport qualité-prix et enfin la constance de la prestation dans le temps, critère de régularité. Et le restaurant se verra peut-être décerner, à la suite de cela, soit l'assiette Michelin, une cuisine de qualité, soit le bib gourmand, c'est-à-dire le restaurant qui offre un excellent rapport qualité-prix, soit la première étoile Michelin, une cuisine d'une grande finesse en vol étape, la deuxième étoile Michelin, une cuisine d'exception en vol des tours, et enfin la troisième étoile Michelin, une cuisine unique qui en vaut le voyage. Et aussi, depuis 2020, une étoile verte est décernée aux établissements particulièrement engagés dans une approche durable de la gastronomie. Respect de la terre, des saisons, des animaux, engagement pour une meilleure alimentation. Depuis peu, certains prix sont aussi décernés aux personnes en salle. Et oui, comme par exemple le prix de l'accueil et du service et le prix de la sommellerie. Les premiers restaurants 3 étoiles étaient Eugénie Brassier du restaurant La Mer Brasier qui a obtenu la première 3 étoiles en 1933, ainsi que les frères André et Jacques Pic de la Maison Pic.
Comme André Pic avait écrit dans la préface du guide en 1900, cet ouvrage paraîtra avec le siècle, il durera autant que lui. En effet, le guide Michelin est présent depuis plus d'un siècle et ne cesse d'en fasciner plus d'un, mais parfois met la pression de l'enjeu. Merci beaucoup, Tess. Et on continue avec un plat mythique. Valentin. Eh oui, merci Nicole. Le poulet façon maringot. Alors, cette recette est créée par Dunant, le cuisinier Bonaparte. Elle est créée le 14 juin 1800 lors de la bataille de Marengo dans le nord de l'Italie, qui opposa les armées de Napoléon aux armées autrichiennes. Le triomphe de Napoléon lui donne alors une fin de victoire. Mais dans le feu de la bataille, son cuisinier a perdu le garde-manger et les fourgons de ravitaillement se sont égarés. Il va donc faire appel à son imagination pour préparer une recette avec le peu d'ingrédients dont il dispose. Il découpe un poulet, pêche des écrevisses, y ajoute des œufs, des croûtons de pain et du vin blanc. Il vient d'inventer le poulet maringot, référence à la bataille. Et de retour au palais des Tuileries, Dunant propose à Napoléon le veau maringot sans écrevisses. Celui-ci s'emporte et lui dit « Tu as supprimé les écrevisses, cela me portera malheur, je n'en veux pas ». Le veau maringot était né et la recette va vraiment contribuer à la diffusion des tomates dans la cuisine française. Et le restaurant parisien Le Grand Véfour, situé au Palais Royal à Paris, est le premier à mettre le poulet maringot à son menu. Et celui-ci sera notamment apprécié par Adolphe Thiers ou encore Lamartine. Merci Valentin pour nous avoir donné faim. Maintenant à Nicole qui va nous parler du célèbre fromage, le langre. Allez, c'est parti. Le langre, oui, c'est un fromage, merci Tess, au lait cru ou pasteurisé de vache, à pâte molle croûte lavée, originaire du plateau de Langres, qui se trouve dans le département de la Haute-Marne, dans la région Grand Est et sur quelques communes des Vosges et de la Côte d'Or. Il est AOC depuis 91 et AOP depuis 96. Pour l'histoire, c'est au milieu du XVIIIe siècle, dans un chant composé par les dominicains, que le langre commença à faire parler de lui. Progressivement, les établissements de Langres achètent le fromage aux fermiers. C'est le début d'un commerce florissant. Le fromage Langres deviendra l'objet d'un commerce très, très florissant. Le fromage de Langres est célébré et promu à Langres par la confrérie des tasses de fromage de Langres, que vous pouvez voir en photo avec leur belle cape. Il est de forme cylindrique avec une cavité baptisée fontaine aux cuvettes. Celle-ci se forme pendant l'affinage. Cela s'explique qu'il n'est retourné que 2 fois au maximum, mais parfois jamais. Plus la fontaine se creuse, plus le fromage est affiné et crémeux. Il aura alors des saveurs plus prononcées. Le langre est commercialisé sous 3 formats, grand, moyen et petit, pour un poids qui varie entre 150 et 250 grammes. Sa croûte présente une couleur variant du jaune doré au brun rouge. Elle est régulièrement humidifiée et frottée au marc de Bourgogne ou au marc de Champagne. Il peut être teinté au rocou, qui est un colorant naturel qui accentue la couleur orangée. La pâte de couleur blanche est dense et devient fondante et crémeuse à maturation. En bouche, le langre offre des saveurs caractéristiques assez puissantes et au nez, il a une odeur typée et très intense. On va le déguster avec du champagne. On va verser quelques gouttes dans la fontaine et on laisse infuser quelques minutes. À tester aussi avec un vin blanc liquoreux que l'on accompagne d'un pain brioché. Le moelleux et la douceur du pain conviennent bien au fromage champenois. Ça donne très très fin tout ça. Et cette pause est terminée. On vous remercie de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un invité surprise et un thème. Alors, la semaine prochaine, on abordera l'expression porter un toast, le citron, la maison Mauviel, le cocktail Gin Fizz, l'origine du mot sandwich, le tiramisu et 2 thèmes surprises. Merci beaucoup à tous. Merci Tess. Et merci Tess. Avec plaisir.